2008, 2013, 2015, 2022. Non, ce ne sont pas les numéros du loto, ce sont des années. Et si ces années ne vous disent rien, alors tant mieux. Peut-être continuerez-vous à être épargné. Pourtant, d'autres personnes ont eu moins de chance que vous. Durant ces années-là, la faillite des systèmes politiques, des systèmes bancaires, des systèmes de contrôle ont forcé des gens à vivre des temps très difficiles. Et au milieu de ce chaos, de ce refus d'apprendre, est née une idée révolutionnaire qui changera notre rapport à l'argent et au système bancaire à tout jamais. Cette idée révolutionnaire pourrait même sauver vos avoirs dans cette situation d'inflation galopante. Vous êtes né trop tôt, vous vous rendez compte que tout est à faire. Bienvenue aux ouvriers du futur, entrez dans la Jack Machine. Utilisons la Jack Machine pour remonter le temps. En 2022, des manifestations ont éclaté au Canada, relativement aux décisions sanitaires du gouvernement. Le Convoi de la Liberté, principalement composé de camionneurs canadiens, converge depuis tout le pays et prennent place devant le Parlement à Ottawa. Devant cette levée de boucliers dont on commence à parler internationalement, Justin Trudeau prend des mesures exceptionnelles et invoque l'état d'urgence. Cet état d'urgence lui donnera des pouvoirs extraordinaires qui lui permettront de geler les comptes en banque des leaders du mouvement, mais aussi de leur soutien à des gens comme vous et moi qui participaient en leur donnant de l'argent afin de soutenir le mouvement. Il ferme aussi les comptes participatifs, les crowdfunding, qui permettaient aux manifestants de survivre, les camionneurs étant alors évidemment sans emploi. 2 ans plus tard, la Cour fédérale du Canada juge déraisonnable et inconstitutionnel le fait d'avoir invoqué ces mesures d'urgence afin de geler les comptes en banque des leaders du mouvement, mais aussi d'éventuels soutiens. En quelques jours, des comptes en banque ont été gelés, les comptes en banque des leaders, mais aussi de citoyens. Il a fallu quelques jours pour les geler et il faudra 2 ans pour obtenir justice et l'invalidation de ces décisions. En 2015 maintenant. Autre époque, autre lieu, autre problème. En Grèce, après 5 ans de mesures de sauvetage économique du pays, le parti Syriza arrive au pouvoir. Alexis Tsipras propose alors un référendum pour savoir si la population veut accepter le prochain paquet de mesures d'austérité destinées à sauver le pays. Ce prochain paquet de mesures restrictives sera refusé par la population. L'incertitude engendrée par ce refus plonge le pays dans une crise bancaire majeure. Le pays prend donc des mesures drastiques pour gérer la crise. Le gouvernement ordonne la fermeture des banques pour éviter le retrait massif de liquidités et l'accès aux gens à leurs comptes en banque. Ces banques resteront fermées plusieurs semaines. Les retraits en argent liquide sont limités à 60 €, générant des files d'attente devant les distributeurs. Les transferts internationaux ont été fortement restreints à tel point qu'il fallait une autorisation pour pouvoir payer les fournisseurs étrangers. Vous imaginez l'impact sur la chaîne d'approvisionnement. Seuls les paiements électroniques étaient encouragés à l'intérieur du pays pour pallier au manque de liquidité. En 2013 maintenant, la crise chypriote fut aussi une crise financière majeure. Elle est liée d'une certaine manière à la crise grecque qui aura lieu un peu plus tard, car les Grecs avaient déjà essayé de sauver leur économie 1 an avant en essayant de concéder leurs dettes. Les banques chypriotes étant très exposées à cette dette, elles ont été déstabilisées par la tentative grecque de sauver leur économie. Il n'en reste pas moins vrai que les banques de Chypre ont alors été fragilisées. Des banques trop grosses, un État trop petit, des dettes colossales auront raison du système bancaire chypriote.
Pour sauver les banques, seuls les déposants avec moins de 100 000 € en banque ont été protégés. Ceux qui avaient plus de 100 000 €, des investisseurs étrangers qui ont certes utilisé peut-être Chypre comme un paradis fiscal, mais aussi des gens comme vous et moi qui ont tout simplement épargné toute leur vie pour avoir une retraite intéressante, ont vu leur épargne fondre comme neige au soleil après la saisie forcée de leurs avoirs pour les convertir en actions de la Bank of Cyprus, actions qui se sont effondrées avec leurs avoirs et leur argent. En 2 semaines, l'argent d'une partie du peuple chypriote fut utilisé pour sauver le système bancaire de l'effondrement total. Les transferts ont été limités, ainsi que les transferts internationaux pour éviter les fuites de capitaux. Cette crise fera d'ailleurs figure de malheureuse entrée en matière pour la crise grecque qui aura lieu 2 ans plus tard. En 2008 maintenant, tout le monde se souvient de la crise des subprimes qui fut une crise mondiale. Tout le monde s'en souvient, surtout les Islandais. Surtout les Islandais. Comme pour Chypre, les banques islandaises, trop grosses pour le pays, trop endettées, trop exposées aux risques, se sont effondrées. Et ceci malgré une intervention de l'État. Les résidents islandais ont goûté avant tout le monde à la même médecine qu'on administrerait 5 et 7 ans plus tard à Chypre et en Grèce. Les banques ont fermé pour empêcher les gens d'accéder à leurs comptes en banque et faire des retraits massifs. Une fois les banques rouvertes, les retraits étaient limités. Mais en plus, les services bancaires ont connu des problèmes pour transférer l'argent, y compris avec les paiements électroniques, plombant par le fait même les transactions quotidiennes des citoyens. Mais les gens faisaient confiance aux politiciens, les gens faisaient confiance aux banquiers, les gens faisaient confiance aux régulateurs, et tous ces gens ont été trahis. Et si les mesures ont permis de sauver les systèmes bancaires, ce sont des gens comme vous et moi qui avalent la pilule, qui paient les dettes et qui voient leur avenir et leur qualité de vie partir en fumée. Si vous n'avez jamais été concerné par ce problème, Dieu vous en garde, mais ne fanfaronnez pas trop. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants Totalement, absolument. Contraindre les épargnants Totalement, absolument. Ça ne vous rappelle rien ? Alors, si vous le voulez bien, sortons un peu de ce marasme et laissons la poussière du monde retomber et faire du passé table rase. Car un nouveau monde attend ceux qui ont compris la leçon. En effet, imaginez maintenant une monnaie qui ne dépend d'aucune banque et qui n'est pas manipulable. Imaginez une monnaie qu'on peut utiliser à n'importe quel endroit du monde. Imaginez une monnaie qui ne repose que sur la base stable de l'ensemble de ses utilisateurs. Imaginez une monnaie dont la régulation est gravée dans le marbre. Imaginez que plus personne ne puisse confisquer votre argent ou vous y interdire l'accès. Imaginez que le sublime de l'humain ait trouvé un moyen d'expression au dernier endroit où on l'attendait. Découvrons ensemble notre première planche de salut. Dépité par la crise de 2008, Satoshi Nakamoto publie un livre blanc intitulé « Bitcoin, un système de monnaie numérique de pair à pair ». Encore aujourd'hui, on ne sait rien de Satoshi Nakamoto. Est-ce une personne physique ? Est-ce un groupe de personnes ? On ne le sait pas. Il a fait de l'anonymat son cheval de bataille, pour l'instant. Chose certaine, il posa les bases d'une des plus grandes révolutions bancaires de l'histoire. Un système de monnaie numérique qui permet des transactions directes entre utilisateurs sans avoir besoin de tiers de confiance, donc sans avoir besoin de banque. Cette monnaie repose sur 3 notions importantes que vous connaissez puisque nous en avons discuté dans les vidéos précédentes. Alors d'abord la blockchain, souvenez-vous c'était notre train. La décentralisation, souvenez-vous c'était toutes les copies du train et les ouvriers du rail. Et la preuve de travail,
c'était la peinture sur nos wagons. On a besoin de ces 3 choses pour créer le Bitcoin. Mais vous êtes maintenant à l'aise avec tout ça. Le 3 janvier 2009, 1 an après avoir publié son idée, Satoshi Nakamoto accroche le premier wagon du train à sa blockchain. Le Bitcoin est né. Ce premier wagon, qu'on appelait le bloc de Genèse, contient une référence directe à la crise de 2008, puisque Satoshi Nakamoto y cite le titre d'un article de journal du Times où il est question d'un énième sauvetage de banque. C'est tout un symbole sur le pourquoi le Bitcoin a été créé. 1 an plus tard, en 2010, la première transaction commerciale de pair à pair sans tiers de confiance en Bitcoin a lieu. Une personne achète 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Au cours du Bitcoin actuel, ces 2 pizzas vaudraient un demi-milliard d'euros ou presque 900 millions de dollars canadiens pour 2 pizzas. Ça fait cher la pizza. Depuis, le Bitcoin a gagné en maturité. Des logiciels portefeuilles ont été créés et des plateformes d'échange sont apparues afin de faciliter l'accès à la monnaie. Mais justement, cette monnaie, comment elle fonctionne ? En fait, c'est très simple et vous savez d'ailleurs déjà tout. Alors d'abord, vous pouvez télécharger un programme qu'on appelle un wallet. C'est une sorte de portefeuille intelligent, un peu comme celui que vous avez dans votre poche, mais en beaucoup plus puissant. Vous pouvez l'installer sur votre téléphone ou sur votre navigateur. Lors de l'installation, si vous n'en aviez pas déjà un, le portefeuille intelligent va vous créer un numéro, qui est votre sorte de numéro de compte. Vous pouvez ensuite acheter des bitcoins sur différentes plateformes d'échange. Vous les achetez en dollars canadiens par exemple, ou en euros, ou dans toute autre monnaie disponible dans votre pays. Lorsque les bitcoins sont crédités sur votre compte et que vous les voyez sur votre wallet, vous pouvez alors les échanger contre des produits, des biens, des services exactement comme vous le feriez dans votre vie courante. La différence, c'est qu'aucune banque n'est nécessaire pour gérer votre transaction. Et je vous assure que la première fois que vous faites ça, c'est plutôt grisant. Lorsque vous faites une transaction, la transaction est soumise au réseau décentralisé. D'ailleurs, vous le connaissez maintenant très bien. Le réseau la valide et modifie le compte du débiteur et du destinataire. Il enregistre ensuite le nouvel état de compte dans la blockchain de manière sécurisée et infalsifiable. La blockchain Bitcoin devient alors le livre de compte public et infalsifiable de l'humanité. Tout le monde y a accès. C'est un peu comme si vous aviez de l'argent liquide sur vous. Lorsque vous avez de l'argent liquide et que vous faites une transaction avec une personne physique, personne n'est là au-dessus de votre épaule pour vérifier ce que vous faites, contrôler votre transaction, vous dire de ne pas le faire, imposer des limitations. Personne n'est là pour vous contrôler. Vous faites votre transaction, point barre. C'est la même chose avec le Bitcoin, sauf que là, cette monnaie est numérique. Et ça, c'est révolutionnaire. Parce que ce que vous faisiez avec quelqu'un qui devait être à côté de vous, avec de l'argent liquide, vous pouvez le faire maintenant avec une personne qui se trouve n'importe où dans le monde pour payer son produit ou son service. Et ça fait toute la différence. Le deuxième effet qui se coule, c'est que Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin sur le modèle de l'or. À l'époque, la monnaie avait ce qu'on appelait un équivalent or. Ce n'est plus le cas maintenant, puisque la monnaie a été déconnectée de l'équivalent or. Mais à l'époque, l'or tenait sa valeur pour sa rareté et la difficulté qu'on avait à l'extraire. C'est pareil pour le Bitcoin. On a donc 2 mécanismes dans le cas du Bitcoin. Le premier, c'est que la création de Bitcoin est réalisée lors de l'étape de création de la peinture de notre wagon. En effet, à chaque fois qu'un ouvrier peint notre wagon, il est récompensé de 2 manières. La première, via les frais de transaction.
La deuxième, via la création de Bitcoin à partir de rien, mais selon des règles bien précises. Par exemple, en 2009, en plus des frais de transaction, la création de la peinture du wagon était récompensée de 50 bitcoins. Mais tous les 210 000 wagons peints, cette récompense diminue de moitié. C'est ce qu'on appelle le halving. Vous en entendrez beaucoup parler cette année, en 2024, car il devrait y en avoir un. Donc cette année, les ouvriers du rail qui peignent les wagons vont voir leur récompense en bitcoin diminuer de moitié. Ainsi, en 2024, la récompense va tomber à 3 bitcoins par wagon peint. Ce processus de création de bitcoin à partir de rien est appelé le minage de bitcoin. C'est pour ça que vous allez entendre beaucoup parler de mineurs, de minage, de fermes de minage de bitcoin. Car c'est exactement ça que font les fermes d'ordinateurs dont on parle souvent dans les médias. Elles passent leur temps à peindre des wagons et donc à récupérer des récompenses. Elles sécurisent les wagons en appliquant la peinture qui est un travail colossal et donc récompensent les propriétaires via ces deux manières, les frais de transaction ainsi que les bitcoins nouvellement créés. Le second mécanisme est que le nombre de bitcoins est fini. Il n'y en aura que 21 millions et pas un de plus. Il va falloir se démerder avec ça. D'ailleurs, on a entendu dire de la part de Donald Trump qu'il voulait que les derniers bitcoins soient minés aux États-Unis. La valeur symbolique du minage devient politique. Pour que ce chiffre de 21 millions de bitcoins change, car il demeurera fixe, il faudrait le consensus de toute la population impliquée dans la monnaie, dans le support de la monnaie, le réseau du rail et les utilisateurs. Ce qui me semble impossible, sauf en cas de problème mondial majeur. On pense que le dernier bitcoin, donc le 21 millionième bitcoin, devrait être miné autour des années 2140. Ça pourrait être plus rapide. Mais imaginez ce que va ressentir la personne qui minera le dernier bitcoin de l'humanité. Ça risque d'être tout un événement et je vous propose qu'on se retrouve à ce moment-là. Voilà pourquoi on appelle le bitcoin l'or numérique. Parce qu'il est une sorte d'ersatz numérique de l'or, il partage les mêmes propriétés, il est rare, son extraction est coûteuse et c'est en partie ce qui lui donne sa valeur. Ceci est prévu pour que qui que ce soit ne puisse utiliser la planche à billets pour créer des bitcoins à l'infini. Car on le voit dans nos économies, si vous faites tourner la planche à billets et que vous créez plus d'argent, vous diluez donc la valeur de l'argent. Ainsi, votre dollar ou votre euro vaut moins et vous permet d'avoir moins de pouvoir d'achat. Avec le Bitcoin, ce n'est pas possible. La règle est gravée dans le marbre et tous les ordinateurs de la planète la feront respecter. Alors aujourd'hui, fort de toutes ces propriétés, le Bitcoin a gagné en maturité mais aussi en valeur. La valeur du Bitcoin est donc très élevée au moment où je vous parle, tellement élevée que du coup il faut utiliser des sous-unités, un peu comme quand vous avez des centimes. C'est des centièmes d'euros, des centièmes de dollars, des cents, des centimes. C'est une sous-unité en fait, parce que le Bitcoin est trop élevé. On ne peut plus acheter une baguette en utilisant un Bitcoin. Il faut fractionner ce Bitcoin. Voilà pourquoi vous allez entendre parler de Satoshi. Le Satoshi, c'est exactement comme vos centimes. Par exemple, $1, c'est $1. On peut faire le parallèle avec le Bitcoin. Et le Satoshi, ce sont les centimes de votre dollar. Ce qu'il faut savoir, c'est que un Bitcoin égale 100 millions de Satoshi. Donc on a vraiment un centime qui est très très granulaire. Actuellement, $1, c'est à peu près 1132 Satoshi et €, c'est à peu près 1600 Satoshi, grosso modo. Donc si vous payez 1600 Satoshi à quelqu'un, vous savez grosso modo que vous lui avez donné l'équivalent en valeur de €1.
Si vous payez 1100 Satoshi à quelqu'un, vous avez donné l'équivalent en valeur de 1 dollar canadien. À peu près. Donc, à l'aide de votre portefeuille, de votre wallet, vous avez maintenant le super pouvoir de faire des transactions décentralisées depuis n'importe où sur la planète, à n'importe qui sur la planète, et ce, sans intermédiaire, sans tiers de confiance. C'est le réseau, ce sont les gens, ce sont les citoyens, c'est vous et moi qui supportons notre outil de transaction. C'est tout à fait révolutionnaire. Il faut bien le comprendre pour savoir dans quelle direction s'en va l'humanité. Alors, j'aimerais quand même préciser quelque chose, c'est que ce système révolutionnaire a un prix. Ce prix, c'est que tout est transparent et public. Comme tout ce qui est sur la blockchain, tout le monde peut avoir accès au livre de compte pour vérifier ou pour s'informer. Et donc, tout le monde peut voir toutes les transactions qui s'y passent. Évidemment, on ne voit que votre numéro de compte. On appelle ça un système pseudonymisé. Donc, on peut suivre toutes les transactions d'un certain numéro de compte. Mais si on est capable de faire la relation entre ce numéro de compte et vous, alors on sait exactement où vous avez dépensé votre argent, à qui vous l'avez donné, et on peut même connaître le montant d'argent actuel que vous avez sur votre portefeuille. Et ça, il faut le savoir. Ça fait partie actuellement de la règle du jeu pour disposer d'un réseau décentralisé qui nous rend libres. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que pour obtenir des bitcoins, vous allez devoir les acheter. Par exemple, je veux un bitcoin, je vais devoir donner 80 000 dollars canadiens environ pour obtenir mon bitcoin. Ça se fait sur des plateformes d'échange pour pouvoir changer notre argent en monnaie numérique. Mais ces plateformes d'échange sont soumises à des règles dans les pays. Et une des règles des pays qui accueillent ces plateformes est d'identifier l'utilisateur. Ainsi donc, pour ouvrir un compte sur ces plateformes et échanger mon argent contre du Bitcoin, je vais devoir être transparent, dire qui je suis, envoyer ma photo. C'est ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. Et ça, toutes les plateformes le font. Ainsi donc, c'est une règle gouvernementale qui fait que le gouvernement sait exactement qui se cache derrière tel numéro de compte Bitcoin. Même s'il existe des moyens ensuite pour éviter ce tracking du gouvernement, ça reste très compliqué et avec les moyens qu'on a, le gouvernement est tout à fait capable de retracer vos transactions, même si c'est beaucoup plus difficile. Il faut tout de même le savoir, c'est important que les citoyens soient parfaitement informés de cet enjeu en ce qui concerne leur vie privée. Les États savent donc parfaitement qui se cache derrière les numéros de compte de la blockchain, et la blockchain étant publique, c'est d'autant plus facile pour eux de pouvoir traquer tout ce qui s'y passe. Le Bitcoin est donc notre première monnaie numérique décentralisée qui permet de faire des transactions sans intermédiaire. Ce sera la première révolution bancaire, c'est le chef de file de toutes les crypto-monnaies. Ces principes sont relativement simples et sans fioritures, même si son exécution technique à l'échelle mondiale reste une prouesse en soi. Dans d'autres vidéos, nous verrons comment d'autres blockchains, d'autres monnaies numériques ont littéralement boosté aux hormones la façon dont elles fonctionnent. Le Bitcoin a ceci d'intéressant qu'il est simple à comprendre, il n'a pas de fioritures et donc on lui fait relativement confiance. Il reste le roi des crypto-monnaies, il reste celui qui a ouvert la voie, mais il commence à être rattrapé par ses petits frères. Ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est qu'il existe une solution de paiement décentralisée qui ne repose que sur la population de cette planète pour fonctionner. Il existe une monnaie qui n'est pas manipulable et qui est instoppable. Il existe une monnaie qui fera tomber les masques et qui fera se poser les gouvernements pour ou contre l'émancipation de leur peuple. Mais plus fort, il existe une monnaie qui n'a besoin que d'une seule chose pour fonctionner,
vous. Il n'y a plus ni entrave, ni raison de ne pas essayer. Car de nos jours, la liberté n'a besoin que de notre bonne volonté pour fonctionner. Elle nous demande en retour transparence et responsabilité illimitée. Serons-nous assez matures comme humanité pour saisir cette incroyable opportunité ?